est essentiel. C'est que les métiers du groupe trouvent un intérêt à travailler avec des startups, et deux, de ne pas vendre du rêve aux startups. Nous, on a pris le pied inverse, c'est-à-dire qu'on a été renforcer complètement nos liens avec les business units, et donc investir dans des startups B2C, qui plus est dans le secteur de l'énergie, ça présentait un risque. Nos investissements, on a réussi à asseoir aussi une certaine légitimité auprès de l'écosystème des startups. Pas investir juste parce qu'une startup travaille avec le groupe EDF. Nous, on veut s'assurer, que c'est la bonne startup, que le marché il est suffisant pour qu'elle puisse scaler, et que le besoin, c'est pas un besoin ponctuel du groupe. Venture Capital, c'est un des rares endroits dans l'industrie où on parle à tout le monde, y compris à ses concurrents. La vigilance et le conflit d'intérêts. Empêcher la startup de travailler avec des concurrents d'EDF. Pour faire de l'innovation, c'est vraiment au cœur de l'ADN du groupe. Et l'énergie décarbonée, ça l'est encore plus, puisque... Bonjour Yann. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur ce podcast dédié à la Deep Tech. Ça fait un petit moment en plus qu'on essaye de le caler, cet épisode, donc je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast. Je t'ai invité parce que tu représentes EDF. Oui. Via le CVC. Et j'avais envie vraiment de comprendre quel était le rôle d'un acteur comme EDF dans cet écosystème, comment vous le regardiez et quel impact en tant qu'industriel vous pouviez y avoir. Donc, quand on s'est rencontrés la première fois, moi, j'avais adoré finalement ta vision et la manière dont vous avez évolué ces dernières années. Et donc voilà, l'objectif de cet épisode, c'est un petit peu de comprendre comment vous vous positionnez dans cet écosystème, ce que vous faites. Vous faites des choses super innovantes en plus. On essaie. Donc l'idée, c'est un peu de balayer tout ça ensemble. Et je vais commencer par une question ultra dure. Vraiment, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer quel est ton rôle aujourd'hui chez EDF? Voilà, pour démarrer. Donc, je m'appelle Yann Coïc, je suis breton, ça peut paraître surprenant quand on entend mon nom et mon prénom. Et donc, je travaille à EDF depuis dès maintenant plusieurs années, et donc je dirige le corporate venture du groupe EDF. Donc, on n'est pas un fonds, puisqu'on n'a pas de... Notre seul LP, c'est EDF, et on est evergreen, comme on dit. Donc, on n'a pas de durée d'investissement prédéfinie. Et notre objectif... c'est de travailler avec des startups, d'investir dans des startups en synergie avec l'ensemble des métiers du groupe pour que les métiers du groupe arrivent à innover plus rapidement, accèdent à de nouveaux marchés, accèdent à de la connaissance, et que par là même, les startups avec lesquelles on travaille puissent se développer de manière plus rapide, puissent dérisquer leurs projets et accéder à un nouveau marché. Voilà, et tout ça avec un macro thème qui est la décarbonation de nos sociétés finalement. Et qu'est-ce qui fait dans ton parcours que tu es arrivé à ce poste? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être à la tête de ce CVC? Alors c'est c'est un peu un hasard, mais le hasard fait bien les choses. Donc moi j'ai plus un background de financier à la base. J'ai démarré à EDF, j'étais dans les fusions-acquisitions, et donc je me suis occupé de pas mal d'opérations d'ailleurs qui sonnent un petit peu aujourd'hui, qui sont pas dans le vent aujourd'hui, parce que je me suis occupé d'actifs charbon à l'époque en Chine. Je me suis occupé de l'acquisition de champs de gaz déplétés en mer du Nord à l'époque où le gaz était à la mode. Et puis C'était il y a combien de temps ça? Ça c'était... Sans donner ton âge, bien sûr. Non, j'ai des cheveux blancs. Mais ça, c'est à chaque fois que je m'énerve contre mes enfants, il y a un cheveu blanc qui pousse. C'était il y a plus de 20 ans. Donc, j'ai démarré par là. Ensuite, je suis allé chez l'optimiseur du groupe EDF pour m'occuper aussi de grands projets. Et très rapidement, j'ai basculé dans le trading d'énergie, mais pour développer les synergies entre le trader du groupe, qui est EDF Trading, qui est basé à Londres, et le groupe EDF, donc à la fois développer les accès marchés des entités, différentes entités du groupe, et m'occuper aussi de GNL, puisqu'à l'époque c'était la grande mode du GNL avec les actifs gaziers qui se développaient aux États-Unis avec la fracturation hydraulique.
Et donc, j'ai passé pas mal de temps à Londres pour optimiser la valeur temps de ces actifs, développer les accès marchés. Donc, j'y suis resté 5 ans et quand je suis revenu, je suis arrivé dans un métier, le métier de l'hydraulique, qui à l'époque était en pleine discussion avec l'État sur le sujet des concessions. Donc je me suis occupé de ce sujet pendant pas mal de temps avant de basculer dans le développement encore, pour être directeur du développement de l'hydraulique et relancer le développement et les projets de construction de nouveaux ouvrages hydrauliques, alors à la fois à l'international mais aussi en France, puisqu'il y a encore un beau potentiel de développement d'énergie décarbonée hydraulique en France, et c'est aussi une source d'innovation, pour en reparler. Ouais, avec plaisir. Et donc j'y ai passé pas mal d'années. Et il s'est trouvé qu'une opportunité s'est présentée il y a 2 ans et demi pour prendre la direction du CVC d'EDF, donc EDF Pulse Venture, et que ce poste-là était un peu à la croisée de l'ensemble des fonctions que j'avais eues. C'est-à-dire à la fois, j'ai un background financier, ça tombe bien pour faire du corporate venture. Je venais d'un métier, le métier hydraulique, je comprends bien le fonctionnement des business units au sein du groupe EDF. Et puis par ailleurs, comme j'ai des cheveux blancs et que j'ai eu pas mal de postes au sein du groupe EDF, j'ai développé un réseau. Et ce réseau permet justement de promouvoir, alors à la fois de capter les besoins des différentes BU et de promouvoir aussi au sein de ces différentes BU les startups et l'innovation. Et donc je me suis retrouvé à la tête du corporate venture d'EDF à mon plus grand plaisir. C'était un métier que je connaissais à côté de celui du M&A. Et que j'ai appris à découvrir en prenant la direction, et qui est passionnant. Et c'est intéressant parce que les corporate ventures, il y en a plusieurs aujourd'hui sur le marché français, européen et international. Ils n'ont pas tous les mêmes objectifs ni les mêmes modèles de fonctionnement. Quelle est la spécificité du CVC d'EDF quand tu as pris le poste, en fait? Comment tu as démarré? Parce que ça s'inscrit aussi dans le programme Pulse qui incarne votre marque innovation. Mais voilà, comment ça a démarré et quel est le positionnement vraiment de ce CVC chez EDF? Et finalement, cette différence avec d'autres modèles qu'on pourrait voir ailleurs chez d'autres grands groupes privés, parce qu'on est quand même chez EDF, donc on est aussi sur une entreprise publique. Oui. Donc c'est quand même assez différent aussi dans le mode de fonctionnement. Oui, c'est différent, et en même temps, on a beaucoup de similarités avec d'autres CVC. Donc je ne sais pas si on est différent. En tout cas, ce qui est primordial pour nous, et c'est ce qui drive, et c'est la colonne vertébrale de EDF Pulse Venture, c'est vraiment les synergies avec les métiers du groupe. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est essentiel, c'est que les métiers du groupe trouvent un intérêt à travailler avec les startups, et deux, de ne pas vendre du rêve aux startups. Et que c'est un vrai sujet. Oui, parce que quand EDF vient investir dans une startup, forcément, ce qu'elle va voir en premier, c'est le marché, le nom, des contrats. Et donc, nous, on ne veut pas lui vendre du rêve. Et donc, on veut s'assurer, avant de réaliser l'investissement, qu'il y a un potentiel de synergie qui est bien là, qui est conséquent, et qu'on sera à même, en fait, de le mettre en œuvre. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir un sponsorship, même soft, des métiers. Donc, nous, notre particularité, si je devais le dire, c'est que sur les 2-3 dernières années, on s'est, au lieu de se détacher des métiers qui sont parfois vus comme une contrainte par des fonds classiques ou d'autres CVC, parce qu'effectivement, c'est vrai. Ça demande du temps, ça demande un investissement humain plus important, et ça peut aussi, c'est vu par certains comme un frein à certains investissements qui pourraient être rentables, parce que la synergie n'est pas là. Nous, on a pris le pied inverse, c'est-à-dire qu'on a été renforcer complètement nos liens avec les business units pour, bien comprendre leurs besoins, 2, les intégrer dans les études stratégiques qu'on fait pour être certain que notre thèse d'investissement, elle est partagée et aussi assumée par les métiers, pour qu'au moment où on est en mesure d'aller réaliser un investissement, on ait toutes les cartes en main pour aller choisir la bonne start-up, pouvoir promettre ou alors discuter avec la start-up de marchés futurs
sait captable par la start-up parce que les métiers du groupe sont engagés. Et donc, aujourd'hui, dans les investissements qu'on a réalisés depuis 2-3 ans, ils sont vraiment centrés là-dessus. Et ce qui fait que petit à petit, on est passé d'un CVC qui était un peu à la périphérie du groupe. Et ça, c'était avant que tu arrives ? Ça, c'était avant que j'arrive, oui. Et comment il fonctionnait avant que tu arrives, le CVC ? Le CVC, il fonctionnait beaucoup il s'est construit au départ et c'est un peu naturel. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai récupéré les fruits de ce qu'ont réalisé mes prédécesseurs. C'est-à-dire qu'ils ont essuyé un peu les plâtres et puis les pots cassés. Le CVC d'EDF, au départ, il a démarré à la périphérie des activités du groupe. C'est-à-dire beaucoup plus à l'aval, sur les métiers de l'aval, donc la vente d'énergie, et sur la vague de la digitalisation. Et donc, il y a des investissements qui ont été réalisés à l'époque pour accompagner, par exemple, les clients quand lors du déménagement, qui est un acte un peu important au sein d'EDF, parce que c'est là qu'on change de contrat d'électricité. Et donc, pour accompagner jusqu'au bout le client, il y a des investissements qui ont été faits dans le changement de clé, par exemple. Donc, ce qui peut paraître complètement à côté de métier, sur alors les bornes de recharge. Mais donc, c'était des métiers qui étaient beaucoup plus à la périphérie du groupe, qui étaient moins stratégiques que d'autres investissements et qui s'attaquaient pas du tout au cœur métier. Au cœur, et qui est la production d'électricité. Et donc, par ailleurs, sur du B2C, dont on sait que c'est beaucoup plus compliqué, ça met du temps, ça coûte de l'argent, et donc investir dans des startups B2C, qui plus est dans le secteur de l'énergie, ça présentait un risque. Et donc, on a eu pas mal de déconvenues dans ces investissements. Par contre, il y a eu un effet positif. C'est l'équipe a appris à faire ce métier-là aussi au sein d'un grand groupe comme EDF. Ça a permis d'acculturer aussi le groupe au venture capital, qui est quand même une zone grise. Dans les grands groupes, on comprend bien ce qu'est un contrat commercial. On comprend bien aussi le M&A. Par contre, la zone entre deux, qui est le venture capital, elle est plus compliquée à comprendre quand on l'a jamais vécu, en fait. Surtout qu'au départ, d'après ce que tu m'avais dit, vous aviez en lien plusieurs fonds, finalement plus généralistes, sur lesquels vous vous appuyiez pour générer ces investissements. Alors, à l'époque, effectivement, quand Pulse Venture a été lancé en 2017, ça a été l'agrégation de toutes les initiatives autour de l'innovation au sein du groupe EDF pour essayer de rationaliser cette innovation au sein du groupe et la rendre plus efficace. Et donc, les différents fonds dans lesquels différentes entités du groupe EDF avaient investi se sont retrouvés poolés à un seul endroit, donc EDF Pulse Venture. Et puis par ailleurs, pour démarrer le deal flow, il y a quelques investissements qui avaient été réalisés dans des fonds d'investissement venture, et donc qui ont servi un peu à amorcer la pompe, à démarrer le deal flow, à aussi asseoir EDF dans le réseau et dans cet écosystème des fonds, des CVC, des VC. Il se trouve qu'aujourd'hui, 8 ans après, effectivement, on en a beaucoup moins besoin. On a eu des déconvenues aussi dans nos investissements sur les fonds. Et on en a beaucoup moins besoin parce qu'on a réussi à créer notre propre réseau. À travers nos investissements, on a réussi à asseoir aussi une certaine légitimité auprès de l'écosystème des startups. Et puis par ailleurs, comme je disais, on a appris à faire notre métier grâce à ces premiers investissements et aussi à comprendre mieux les business units, à comprendre surtout, faut pas se cacher, à voir toutes les difficultés. C'est-à-dire que il y en a beaucoup. De déploiement, ouais. Il y en a beaucoup, mais elles sont surmontables et l'important c'est d'en avoir conscience, de pas se les masquer et plutôt de les attaquer de front. Pour pouvoir justement arriver à une collaboration fructueuse pour les deux parties, c'est-à-dire pour le groupe et pour la start-up. Et donc nous, on est un peu un go-between, en fait. On est aussi on est plein de choses, en fait, quand on est et du coup, comment ça s'organise ? Ça veut dire que les BU sont identifiés, vous avez des référents, en tout cas des personnes qui sont référentes en termes d'innovation et qui sont finalement
ceux qui vont dire bah oui ça nous intéresse, qui vont peut-être même être au bord de certaines boîtes dans lesquelles vous investissez. Comment concrètement en fait vous arrivez, parce que c'est gros EDF, vous êtes combien? Vous êtes 160 000. 160 000, donc c'est quand même pas mal, avec un cœur métier ultra complexe, ouais. Qui est le nucléaire, qui est quand même aussi pas mal régi par des normes et des réglementations qui n'aident pas forcément l'agilité nécessaire, mais qui voilà. Comment ça s'organise pour vous quand justement vous identifiez des startups à potentiel pour des besoins métiers, pour justement que ça se fasse ce lien et cette collaboration, je dirais quand même ambitieuse. Quand je dis ambitieuse, je veux dire en dehors des POC. Parce que c'est vrai que on a eu une grande mode d'époque pendant 5 ans, et c'est vrai que l'enjeu, c'est d'aller au-delà. Mais voilà, comment vous faites concrètement ? Alors, notre processus standard d'investissement, il démarre par ce qu'on appelle des deep dives, donc des analyses stratégiques. Mm-hmm. Donc, on a bien sûr un mapping de toutes les BU du groupe, mais quand on démarre un deep dive, la première des choses qu'on fait, c'est d'associer les business units dans le deep dive. Et donc, on souhaite s'assurer avec nos business units, on veut bien comprendre leurs besoins, les trous dans la raquette qu'il peut y avoir au sein du groupe EDF. Et donc, on les associe pour faire ce mapping interne des besoins, des compétences. On l'associe aussi à notre vision prospective du marché. Et donc, on réalise une analyse par verticale, en fait, et on descend assez loin. D'ailleurs, on peut trouver les différents les summaries des deep dives qu'on a réalisés sur notre site internet. Et donc, on va jusqu'à un mapping des différentes startups et jusqu'à une thèse d'investissement. Et la thèse d'investissement, avant de la valider, on la partage avec le métier. Donc, sur des cas concrets, par exemple, si je prends un exemple qui est celui de la fabrication additive métal, puisque c'est de la fabrication additive, c'est un deep dive qu'on a réalisé cette année. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai enjeu pour différents métiers du groupe qu'on avait associés, de rapidité dans la construction de pièces pour les besoins du producteur. Okay. Et que finalement, le vrai besoin, il était plus sur la fabrication métal que sur les polymères. Mm-hmm. Il était aussi sur la fabrication de grandes pièces à échelle industrielle, de 3 mètres d'envergure, par exemple pour des turbines ou des pièces pour le nucléaire. Et que donc, quand on est descendu dans ce besoin, on est descendu aussi dans les technologies. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une technologie qui prenait le dessus sur les autres, qu'on appelle le WAM. Et sans entrer dans les détails, ça nous a permis, de détecter les besoins des BU, de s'apercevoir qu'il y avait une technologie, comme je le disais, qui était beaucoup plus aboutie que les autres, et qu'on avait des BU qui étaient prêtes à les tester. Et du coup, ça veut dire que cette phase de deep dive, qui, telle que tu l'expliques, doit être quand même assez longue pour entre guillemets... Oui, tout à fait, elle est assez longue. Elle est préalable à un investissement. Voilà, ça veut dire qu'elle implique un deep dive dans le métier, pour s'assurer d'une forme de réplicabilité du use case, du besoin, enfin sa récurrence, en tout cas sa capacité à scaler, et un deep dive dans l'écosystème de réponses technologiques potentielles. Oui, tout à fait. Mais comment ça vient, un besoin comme ça ? C'est quelqu'un qui vient te voir, qui te dit j'ai un sujet. Alors, comment ça se passe ? Il y a deux. En fait, on a des antennes partout. Et donc, il y a des flux dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que nous, parfois, on détecte grâce à l'Open Innovation d'EDF, puisque dans les programmes Pulse, il y a une entité qui s'appelle Pulse Connect. Tout à fait. Qui fait de l'Open Innovation et donc qui met en relation des startups avec les BU du groupe. Et on arrive à détecter grâce à ça, tiens, ils ont lancé un POC avec telle startup pour telle techno, ça vaudrait le coup qu'on aille voir. Mm-hmm. Parce que nous, on ne va pas financer des POC. Nous, on est vraiment un investisseur. Et donc là, on va voir, on détecte le besoin, on se dit, tiens,
ça nous paraît intéressant, ce serait intéressant. Et on ne va pas investir juste parce qu'une start-up travaille avec le groupe EDF. Nous, on veut s'assurer, que c'est la bonne start-up, que le marché il est suffisant pour qu'elle puisse scaler et que le besoin, ce n'est pas un besoin ponctuel du groupe. Mais ça peut être un détonateur pour déclencher un deep dive. Et là, on va lancer l'analyse plus profonde. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, il y a aussi une direction de la stratégie au sein du groupe EDF qui établit une roadmap où les métiers qui en lien avec les métiers pour sur les 10-20 ans à venir détecter les grands besoins du groupe. Et donc nous, on va inscrire nos deep dives dans ces piliers stratégiques. Voilà. Et là, par exemple, ça tombe bien parce que cette année, on vient de décider des 3 grands thèmes, de 3 grands thèmes sur lesquels on va vraiment porter tous nos efforts cette année de deep dive. Et donc là, c'est la saison des deep dive qui commence. Et donc, dans ces 3 grands thèmes, on a tout ce qui est électrification des besoins. Il y a un programme au sein du groupe EDF qui s'appelle ADEUS. Et donc là, c'est l'électrification donc qui passe... le véhicule électrique, à la fois pour la mobilité légère, la mobilité lourde, les data centers. Ouais. Ça, c'est un gros sujet. C'est un gros, tout à fait, c'est un gros sujet. Et aussi tout ce qui est autour du bâtiment. Donc voilà, ça c'est un très grand thème qu'on va explorer là. On a un deuxième thème qui sont la performance industrielle de la production décarbonée. Donc ça, c'est nous, dans notre jargon, ce qu'on appelle les briques habilitantes. On peut en reparler. Donc les briques habilitantes pour la production nucléaire et puis les ENR. Et on a un troisième thème qui est important qu'on ouvre aussi, qui est tout ce qui est santé-sécurité. Parce que c'est un enjeu majeur pour le groupe EDF. Pour vos métiers ? Pour nos métiers, donc à la fois dans leur exploitation quotidienne, mais aussi parce qu'il y a une grande phase de chantier qui va s'ouvrir pour EDF, à la fois dans l'hydraulique, avec le règlement à venir du sujet des concessions et la relance du développement, et aussi dans le nucléaire, avec le nouveau programme nucléaire. Et donc ça, c'est un enjeu qui est majeur pour le groupe. Et par ailleurs, c'est quelque chose qu'on a regardé déjà il y a 2-3 ans, mais la technologie a vite évolué. Ça implique tous les enjeux autour de la robotique, par exemple ? Notamment, oui, tout à fait. Et donc, la technologie a pas mal évolué, et donc on ne s'interdit pas, on n'est pas dogmatique. Et donc, quand on a fermé un thème il y a 2-3 ans, on ne s'interdit pas de le rouvrir en fonction de l'évolution et des besoins du groupe et de la technologie. Parce que, par définition, l'innovation, c'est quelque chose de très dynamique, en fait. Et d'écosystémique, c'est pour ça que ça me vient une question que je n'avais pas prévue. C'est un peu le principe. Sur certaines thématiques, je pense notamment aux thématiques autour de la sécurité, et notamment dans le nucléaire. Est-ce que du coup, ça vous amène à travailler en collaboration avec d'autres acteurs industriels qui sont soit des prestataires d'EDF autour des centrales, soit qui ont des métiers complémentaires aux vôtres? Je pense à des acteurs comme Orano qui ont aussi plein d'enjeux là-dessus. Est-ce que du coup, ça vous permet aussi de travailler en commun avec des acteurs complémentaires de cet écosystème pour justement investir en commun dans des solutions qui seraient bénéfiques finalement à plusieurs? Tout à fait. Tout à fait. Donc, le venture capital, c'est un des rares endroits dans l'industrie où on parle à tout le monde, y compris à ses concurrents. Ce qui est plutôt rare dans les métiers très sécurisés. Exactement. Et pourquoi ? Parce qu'on a des problématiques qui sont communes, parce qu'il y a une prise de risque aussi, et que l'objectif, c'est de faire grandir des nouvelles solutions pour soi-même, mais aussi pour l'industrie, en fait, au final. Et donc, on a réalisé, par exemple, un investissement il y a 3 ans, dans une start-up /PME française spécialiste du contrôle, ce qu'on appelle le contrôle non destructif dans le nucléaire. Donc, c'est-à-dire aller sonder la tuyauterie des centrales nucléaires par quelque chose de non intrusif et non destructif, donc sans avoir à couper des tuyaux, typiquement, et donc par ultrasons. Et on a investi dans cette technologie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait un problème de corrosion sous contrainte dont tu as peut-être entendu parler. Un petit peu. Voilà. Et donc, qui était un vrai sujet problématique au sein du groupe. Et que cette PME avait développé une solution
qui permettait de répondre, en tout cas partiellement, à cet enjeu-là. Et donc, on a investi auprès d'un autre confrère industriel qui avait les mêmes sujets, mais dans son industrie, différente de la nôtre, qui est Air Liquide. Ok. Et donc, on a investi à leur côté, aux côtés d'un fonds d'investissement, dans cette société qui s'appelle Ecoscan. Et on a développé, grâce à cet investissement, alors on lui a ouvert un marché, celui d'EDF, effectivement, et on a été plus loin, c'est-à-dire que on a mis en place un accord de coopération entre la direction nucléaire du groupe et Ecoscan pour affûter encore plus leurs solutions techniques, développer de nouveaux produits. Donc co-développer. De co-développer, tout à fait. Et finalement, de permettre à la technologie de scaler plus rapidement. Et ça a bien fonctionné. Et elle a fait par ailleurs un peu de croissance externe, cette entreprise. Et on est sorti cette année d'Ecoscan, donc à peine 3 ans après, parce qu'elle a fait un LBO et que là, ça devenait hors de notre champ d'investissement. Ça, c'est Mais par contre, c'est resté. Mais par contre, pourquoi on est sorti ? Parce que la synergie était là et elle serait toujours là après notre départ, que la coopération avec le groupe EDF c'était vraiment super installée et que donc, en fait, on a mis sur le rail de la coopération Ecoscan et le groupe EDF, et notre investissement a servi justement à faire cette rencontre, à développer un produit qui réponde aux besoins du groupe et qui ouvre un nouveau marché à cette start-up. Et donc au moment où finalement elle prend son envol, elle fait un LBO et ça devient plus une start-up en fait, nous on n'a plus vocation à rester parce qu'on est certain que la coopération va perdurer. Et donc c'est le cas, puisque là on est sorti il y a 7-8 mois et voilà, on continue. C'est un peu le schéma idéal de l'investisseur en equity pour entre guillemets un peu sécuriser le début de la relation, mais finalement si j'entends, vous avez aussi investi en co-développement. Oui. Et aussi investi en contrats commerciaux. Tout à fait, parce que l'investissement, c'est la sortie de contrats commerciaux qui perdurent aujourd'hui. Et puis, on s'est assuré aussi, finalement, au moment de notre départ, que la solution, les investisseurs allaient bien rester souverains. C'est-à-dire que c'est suffisamment important pour que... Voilà, on regarde aussi de près ces questions-là aujourd'hui. Mais voilà, notre investissement a vraiment, comme tu dis, c'est un peu un cas rêvé, mais c'est aujourd'hui, nous, notre étalon, en fait. Et c'est comme ça qu'on réalise nos investissements aujourd'hui. Et concrètement, aujourd'hui, CVC, c'est quoi en termes de, je dirais, de volume d'investissement potentiel, de tickets moyens, de typologie de projets sur lesquels vous mettez de l'argent, parce qu'il y a effectivement, et ça tu me l'avais bien expliqué, des projets dans des startups, mais vous avez aussi, et ça les gens savent pas tous, mais une direction de la R&D qui est quand même assez extraordinaire chez EDF. Enfin, vous avez vraiment de la recherche au sens laboratoire, chez vous. Mais également aussi tout ce programme Pulse qui a vocation aussi à venir impulser des idées. Concrètement, CVC, comment il utilise finalement ce terrain de jeu, externe comme interne, pour investir, et qu'est-ce que ça représente concrètement en investissement ? D'accord. Alors, pour répondre, si tu as le droit de le dire, bien sûr. Je vais te dire ce que je peux dire. Non, mais même ce que tu peux pas. Non, je rigole. Alors, sur la carte d'identité, grosso modo, on réalise 4-5 investissements par an. On peut être lead, c'est-à-dire fixer la valo et les conditions du... En France et en Europe ? Ou même dans le monde ? En France, en Europe, on regarde les États-Unis aussi, mais on n'a réalisé qu'un investissement aux États-Unis, et comme le groupe se concentre quand même sur l'Europe, nous, comme on cherche à développer la synergie, on est aussi quasi exclusivement sur l'Europe. On est sur des séries A, séries B, des tickets entre 2 et 5 millions, mais notre ticket moyen, il est autour de 2,5. Mais on peut faire entre 2 et 5. Et par ailleurs, on a aussi une politique, comme le fonds est assez mature, de gestion d'actifs assez dynamique. Donc, ça tourne. Donc, on réalise maintenant, puisque le fonds a été créé en 2017, on réalise maintenant nos premiers exits.
Et donc, c'est intéressant parce qu'on n'a pas la capacité de gérer au-delà de 25 startups, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, oui, tout à fait. Il faut qu'on soit au board, parce qu'il faut s'assurer de l'alignement stratégique. Et puis, par ailleurs, il faut qu'on développe la synergie. Donc, la personne qui est au board, elle n'est pas juste là au board, en fait. Elle doit bosser sur le côté. Elle bosse avant, elle bosse après. Et donc, ça demande un investissement qui est relativement conséquent parce que développer la synergie, ça veut dire maintenir le canal de communication entre la startup et la BU toujours présent, faire le go-between parce que le langage de la startup n'est pas le même que le langage de l'industriel. Le temps non plus. Le temps, exactement. Le temps n'est pas le même. Les contraintes non plus, il y a toujours des contraintes dans des grands groupes, en plus qui plus est détenus par des capitaux publics avec le droit de la commande publique. C'est vrai. Il y a des choses, il faut ça vaudra le coup d'en parler tout à l'heure d'ailleurs, des contraintes de la commande publique quand vous amorcez ce type de synergie, parce que c'est quand même un gros sujet. Ouais, c'est quand même un sujet, donc il faut l'expliquer à la start-up aussi. Tout ça pour dire que ça demande du temps, et donc on a une capacité, nous, de gestion qui a un plafond. Et qui est à peu près à 25 startups. Au-delà, on ne saurait pas bien faire notre métier. Donc, on essaie de se limiter et donc on fait tourner le portefeuille, sachant qu'on a 3 véhicules d'investissement dont on parlera sans doute tout à l'heure. Donc, on a le venture classique, EDF Pulse Venture. Mm-hmm. On a un incubateur qui sert finalement à développer des startups internes. C'est de l'intrapreneuriat. Et donc, quand on estime que le projet est suffisamment mature, on réalise un spin-off qui intègre le portefeuille de EDF Pulse Venture. Et ces startups internes, elles viennent d'où? C'est des appels à idées, ou alors vous avez aussi un prisme qui pourrait se rapprocher de ce qu'on voit dans la deep tech via les réseaux de SAT, par exemple, et les laboratoires, des sujets de prématuration, maturation, justement, de projets qui seraient issus des centres R&D du groupe? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire que, en fait, il y a deux sources dans l'intrapreneuriat et dans notre incubation. Soit des remontées spontanées de projets via des salariés du groupe qui ont une âme d'entrepreneur et qui viennent se présenter à nous pour nous dire « j'ai un projet et je pense qu'il fait sens ». Et donc là, on a des comités d'incubation. Et donc, parfois, on a des très beaux sujets. Et donc, on décide de les accompagner. Et par exemple si t'en as en tête Oui, j'en ai en tête. Par exemple, Perfesco, qui était alors je dis qui était parce qu'on a ouvert le capital récemment, qui était une entreprise qui développe en fait de l'efficacité énergétique dans les bâtiments industriels en remplaçant tous les luminaires des gros bâtiments industriels et en finançant le remplacement de ces luminaires, de cet éclairage. Et en se finançant sur les économies d'énergie, ce qui permet en fait d'atteindre plus facilement nos objectifs de décarbonation et de répondre à la fois à un enjeu de décarbonation et un enjeu de financement. Et donc c'était un beau projet qui a maturé pendant assez longtemps dans le portefeuille d'EDF, près d'une dizaine d'années, et qui finalement est arrivé à maturité il y a à peu près 2 ans. Et comme c'était pas non plus cœur de stratégie pour le groupe EDF, on a décidé d'ouvrir le capital. Et preuve que ça fonctionne, c'est le fonds d'infrastructure de la Deutsche Bank qui a pris le contrôle de cette start-up, dans laquelle on reste actionnaire minoritaire. Et dans laquelle c'est l'initiateur qui est aujourd'hui à la tête, ou pas forcément pas forcément, parce qu'il y a eu des changements au cours de route au bout de 10 ans. Mais c'est l'un des... Les cofondateurs du projet sont toujours dans la start-up, détiennent une part du capital et la dirigent encore aujourd'hui. Et on a d'autres exemples comme ça, et on en aura d'autres. Donc ça, c'est un premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est l'inverse. C'est-à-dire, nous, on a identifié des sujets. Donc, trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette. On a estimé, lorsqu'on a fait nos deep dives, par exemple, que la thèse d'investissement qui était le véhicule d'investissement qui était le plus propice, c'est l'incubation. Pourquoi ? Parce que on a suffisamment de
compétences en interne pour pouvoir capitaliser dessus et créer un business nous-mêmes. Et là, on a l'idée et on a réussi aussi, grâce à notre réseau, en fait, on a un pool d'intrapreneurs. Donc que vous pouvez activer pour lancer les sujets. Des intrapreneurs orphelins sans idée, mais qui ont vraiment la frime intrapreneuriale, les capacités, les qualités pour mener à bien ce genre de projet. Et donc là, on leur affecte un projet et ils vont développer et incuber ce projet. Donc on a soit le salarié qui arrive avec son idée, et là on va lui donner toutes les clés et puis s'assurer que l'idée elle est quand même elle est bonne et on a plusieurs gates. Soit on a l'intrapreneur sans idée, mais nous on a l'idée, et donc on utilise les deux. Et ça vient influencer par exemple ces trous dans la raquette identifiés, justement ce qui se passe à la R&D. Alors et la R&D peut être aussi un sourcing tout à fait, de projets. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de chercheurs à la R&D. Oui, de bon niveau en plus. Tout à fait. et nous, on travaille beaucoup avec la R&D, sachant que du coup, on est très complémentaires, puisque nous, on est là un peu pour dérisquer et évaluer des business models. Et donc, nous, on est en contact avec le marché, vraiment. Donc, on va regarder l'adéquation entre le produit et le marché, les clients, le go-to-market, la proposition de valeur, la durée qu'il va falloir pour pouvoir arriver à la rentabilité. Quand la R&D va regarder beaucoup plus la qualité technique du projet, les gros pain points aussi, la capacité future à industrialiser quand on parle de nouvelles technologies. Ah oui, c'est la R&D qui vous apporte ça. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que quand on rejoint les deux, on a à la fois la jambe technique et technologique avec la R&D qui nous apporte son expertise en fait technologique, et nous qui sommes beaucoup plus sur l'aspect marché, ce qui fait que la combinaison des deux, ça doit nous donner normalement la capacité à évaluer un projet et une start-up dans sa globalité. Et quand vous mettez un ticket sur des projets internes, j'imagine qu'on n'est pas dans les mêmes mondes que quand tu vas mettre des tickets en série A, série B. Comment ça se matérialise? C'est de l'apport en financement, c'est des tickets itératifs avec des jalons finalement liés à des états d'avancement. C'est quoi un ticket moyen dans un départ de projet? Alors le ticket moyen, il se rapproche de ce qu'on va faire sur un site par exemple, ou voire une série A. Donc c'est pas mal quand même. Donc c'est quand même pas mal. Donc on crée un spin-off, une filiale qui intègre le portefeuille de DevPulse Venture, qui devient l'unique actionnaire. Et ensuite, y a une roadmap à la fois technologique et une roadmap marché. Et en fonction de l'atteinte des gates différentes qu'on s'est fixées, on décide ou non de réinvestir dans la startup. Donc on est quasi sur un modèle un peu startup studio. On est sur un modèle startup studio. Donc vous staffez l'équipe avec de l'interne comme de l'externe. Exactement, interne comme externe. La petite différence qu'on va apporter là très prochainement, c'est qu'on va, alors que jusqu'ici on était seul, et à partir d'une certaine gate, on ouvre le capital aux membres fondateurs, mais jusqu'ici on était quand même seul, ce qui veut dire que dans le temps, c'est un peu limitant sur le marché. C'est un peu limitant sur le marché, et surtout, ça nous demande... Enfin, c'est aussi un facteur limitatif. C'est-à-dire que nous, on a financé tout seul une start-up. Tout de suite, ça coûte de l'argent. Et que par ailleurs, c'est assez consanguin. C'est-à-dire que on a beau voir plein de métiers différents, on a beau voir pas mal de start-up, connaître le marché, on n'est pas non plus omniscient. Et c'est toujours bien d'avoir un partenaire avec un autre regard, une bonne connaissance du marché, qui apporte un équilibre différent en fait que celui qu'on a aujourd'hui, avec une incubation 100%. Oui, et la capacité de scaler potentiellement une techno, ou en tout cas une idée sur un marché exactement, différent. Et de le faire peut-être plus rapidement aussi. Donc on va en fait aller chercher des partenaires plus rapidement dans le processus d'incubation que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 100%, puis on ouvre à un moment. Donc ça, c'était Perfesco. Et puis, il y en a une en ce moment qui s'appelle Exaion aussi, qui est en train d'être ouverte. Mais demain, on va intégrer
beaucoup plus des partenaires en amont de ce processus. Donc partenaires qui peuvent être d'autres fonds, d'autres industriels ? Ouais, il faut qu'il y ait une rationalité par rapport au projet de la start-up. Donc, on va aller chercher un partenaire qui soit stratégique et qui peut ouvrir une verticale qui est importante pour le projet, soit financier parce que ce qu'il va y avoir besoin, c'est des fonds pour aller développer le produit parce qu'il est déjà quasi existant. Ok. Donc, et donc la R&D là-dedans, elle est importante parce que nous, on fait appel à eux lors des due diligence de start-up sur l'aspect technique, quand la R&D a les connaissances adéquates. Et puis par ailleurs, la R&D est aussi membre de notre comité d'investissement. Donc, et les personnes qui sont au board des startups, internes comme externes d'ailleurs, dans lesquelles vous investissez, c'est qui ? C'est l'équipe du CVC ou alors en fait, c'est l'équipe des du métiers. CVC. Okay. Alors pourquoi c'est les métiers ? Ce serait quand même, on veut éviter tout conflit d'intérêts. Ok. Nous, on a à cœur en fait aussi, et ça a été tout le travail aussi de pas mal des CVC français quand même. On a eu à cœur, et quand je dis nous, c'est le collectif des CVC en France, de se conformer aux pratiques de marché et d'en finir avec les pratiques un peu borderline qui ont pu avoir par exemple lieu. Tu peux balancer. Non, non, mais il y a quelque chose sur lequel il faut être très vigilant, c'est le conflit d'intérêts. Le venture, c'est pas du M&A. Donc on est un des actionnaires parmi d'autres, mais nous, notre priorité, c'est de pas couper la start-up de son marché. C'est de lui offrir un nouveau marché, mais on veut pas lui offrir un nouveau marché au détriment d'autres marchés. Et donc si on mettait au board de nos sociétés que le métier qui est un client, là on ouvre un sujet de conflit d'intérêt. Ce serait pas judicieux parce que on veut pas empêcher la start-up de travailler avec des concurrents d'EDF en fait. Ça c'est sûr que pour l'avoir connu, ce modèle un peu de collaboration start-up grand groupe, il peut y avoir un biais, même pour la start-up, d'être embarqué dans une direction par des métiers et de faire quasiment du custom. Ouais. Là où son enjeu, c'est quand même de faire un produit technologique capable de scaler ailleurs et de se vendre à d'autres. Exactement. Donc effectivement, il y a quand même un sujet de vigilance assez fort là-dessus, face à des petites entreprises qui sont quand même moins organisées. Oui, faire face à plus ce type fragile, de pression. Exactement. Et donc, pour répondre à ta question, ce sont les membres de l'équipe d'EDF Pulse Venture qui siègent au board des startups systématiquement, en fait. Ok. Et j'aimerais bien qu'on apporte un peu d'exemples parce que vous faites quand même des investissements. Alors, vous êtes un vrai véhicule qui s'inscrit dans une stratégie d'EDF qui est quand même de décarboner au maximum. Donc, ça change de, je dirais, tes origines avec le gaz et le charbon, mais c'est vraiment un véhicule qui a vocation à aller vers je dirais, un monde décarboné, un CO2 zéro, quoi, si j'extrapole. Est-ce que tu peux nous donner des exemples récents de certains investissements? Alors, tu m'as parlé d'ADN de la nature. Je crois que c'est une start-up anglaise. Ouais, tout à fait. Concret d'investissement. Pourquoi vous avez investi? C'est quoi la collaboration envisagée? Parce que c'est vrai qu'on parle de deep tech, mais on est en plein dedans. C'est quand même des sujets de temps long. C'est des sujets aussi de prospective. C'est des sujets du futur quand même. Oui. Vos actions. Si tu peux nous parler, par exemple, d'un ou deux sujets vraiment concrets qui viennent finalement donner corps en fait à votre stratégie du quotidien. Et puis je voudrais préciser effectivement parce que c'est une vieille dame EDF, mais c'est une vieille dame qui a dans son ADN l'innovation et l'énergie décarbonée. Alors, pourquoi ? C'est vrai que le nucléaire est revenu en force et que c'est de l'énergie décarbonée, il faut quand même pas l'oublier. C'est de l'énergie décarbonée et ça a été de l'innovation quand même. Tout à fait. Je prends un autre exemple. L'autre grosse énergie d'EDF, c'est l'hydraulique. La première centrale, la première usine marémotrice au monde, et qu'il a été pendant
des dizaines d'années. Il n'y en a qu'une deuxième dans le monde, qui est à Chiwa, en Corée du Sud. C'est l'usine de Larance, qui a été inaugurée par le général de Gaulle. Tout ça pour dire que EDF n'a pas attendu que l'innovation soit à la mode pour faire de l'innovation. C'est vraiment au cœur de l'ADN du groupe. Et l'énergie décarbonée, ça l'est encore plus, puisque la première énergie, c'était l'énergie hydraulique, qui est une énergie décarbonée par essence, et le parc nucléaire, il est décarboné. Et référent mondialement. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de notre raison d'être. Et qui a diffusé aussi chez l'ensemble des salariés. Donc on a un bon terreau de base quand même au sein du groupe EDF pour pousser ça, bien qu'on soit un grand groupe, bien qu'effectivement on ait aussi parfois la lourdeur d'un grand groupe, il y a quand même un terreau innovant qui est extrêmement fertile pour pouvoir travailler avec des startups. Et en tout cas, il y a aussi chez vos équipes, notamment ceux du cœur métier, un vrai sens de la mission aussi de contribuer à un monde décarboné. Tout à fait. Les gens qui bossent dans le nucléaire, ils sont quand même assez fiers de ce qu'ils font. Bah oui, et ils sont fiers de ce qu'ils font et ils ont raison de l'être. Et par ailleurs, on est une entreprise publique avec des missions de service public et donc avec quand même une notion de l'intérêt général et collectif qui est très présent. Et ce qui fait que la fonction dépasse aussi le seul objet de l'entreprise. Donc tu fais bien de le rappeler et c'est quelque chose qui anime beaucoup les salariés du groupe EDF. Et donc nous, on s'inscrit là-dedans. Donc c'est pour ça que ça fait 8 ans qu'on existe et on commence maintenant effectivement à réaliser des investissements. On a démarré à la périphérie, mais maintenant on s'attaque au cœur de métier et les derniers investissements qu'on a réalisés se sont vraiment attaqués à l'amont du groupe, qui est certes peut-être qui est plus compliqué parce qu'on touche à des problématiques qui sont plus complexes, à la fois techniquement et à la fois en termes de go-to-market aussi. Et c'est quoi l'amont du groupe pour que les gens comprennent ? L'amont du groupe, c'est vraiment la production d'électricité. Okay. Et quand on parle de la production d'électricité, le cœur, c'est la production nucléaire. C'est aussi les énergies renouvelables qui représentent quand même pas mal de nos capacités de production. Et c'est l'hydraulique. Donc c'est avec ces 3 énergies. Et on regarde aussi quand même, on continue à regarder parfois parce que comment on peut contribuer à la décarbonation des énergies thermiques traditionnelles. C'est quelque chose qu'on continue de regarder quand même. Mais donc c'est ça l'amont. Donc c'est le métier de producteur, à l'inverse de l'aval, qu'on continue d'accompagner aussi, mais qu'on avait déjà accompagné depuis le début. Et donc les derniers investissements qu'on a réalisés, pour te donner quelques exemples, donc tu parlais de l'ADN environnemental. Alors ça peut paraître loin de notre métier. Et en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. Déjà, c'est quoi l'ADN environnemental ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi vous allez là-dessus ? Alors, l'ADN environnemental, c'est quoi ? C'est toutes les espèces vivantes, en fait, laissent une trace de ce qu'elles sont dans un écosystème. Et cette trace, grâce à la technologie, on peut aller la capter. Et quand on parvient à la capter, on est capable de qualifier la qualité en termes de biodiversité d'un écosystème extrêmement rapidement. Okay. Alors que la méthode traditionnelle pour aller qualifier la biodiversité d'un site, c'est d'aller faire des comptages en fait sur chacune des saisons, parce que la biodiversité évolue en fonction des saisons, et donc il faut passer les 4 saisons, voire les repasser, donc parfois faire 2 ans de comptage pour arriver à qualifier la biodiversité animale et végétale. Et donc ça, c'est long, ça prend du temps. C'est la même chose que je dis là. Et c'est un peu, c'est pas complètement précis aussi. Et c'est pas forcément précis, et puis ça coûte pas mal d'argent avant de qualifier ou disqualifier un site. Quand tu dis qualifier ou disqualifier un site, c'est dans quel but ? C'est-à-dire de se dire, ce site répond à des critères de réglementation, d'implémentation. C'est quoi l'enjeu qu'il y a derrière le fait de comprendre la biodiversité d'un écosystème rapidement et de manière très précise ? Ce qui est important pour nous, c'est de respecter la réglementation et aussi de préserver la biodiversité. On est l'une des premières entreprises à avoir signé Act for Nature et d'avoir intégré pas mal dans nos process la biodiversité, qui est un des grands parents oubliés de la transition énergétique, puisqu'on parle beaucoup de réduction des gaz à effet de serre et de réduction du CO2, et on oublie la biodiversité. La biodiversité, elle est essentielle. Donc pour nous, ce qui est important,
et comme on est un développeur de projets d'infrastructure, c'est de s'assurer que on va pas aller construire un projet d'infrastructure sur un site avec une biodiversité exceptionnelle. Parce que on veut pas aller détruire cette biodiversité, c'est pas notre objectif. 2, parce que la réglementation de toute façon nous y empêchera. Et 3, si elle nous autorisait, il faut aussi, c'est pas les sites les plus simples parce que les mesures compensatoires, la manière de gérer cette biodiversité dans le temps vont être très complexes, et donc c'est un site à éviter et plutôt à préserver. Okay. Et ça, plus on le sait tôt, plus on gagne de l'argent, plus on évite de faire des erreurs aussi. Et donc avoir une technologie qui permette de déterminer la qualité de ce site, c'est-à-dire est-ce que c'est une biodiversité qui est riche ou est-ce qu'elle est pauvre et qu'elle ne présente pas d'enjeux majeurs, et auquel cas on peut aller démarrer les études pour réaliser un grand projet d'infrastructure sur ce site. Ça, c'est essentiel quand on développe des infrastructures. Et donc, Naturmetrics, qui est cette start-up anglaise dans laquelle on a investi, a développé une technologie qui permet de séquencer l'ADN environnemental, donc l'ADN de toutes les espèces qui sont passées par un milieu, en faisant juste un prélèvement soit de terre, soit d'eau de mer. Et donc, elle séquence l'ensemble de l'ADN dans ces machines, et on arrive à savoir exactement l'état de la biodiversité de manière extrêmement rapide, sans avoir à attendre 4 saisons. On attend 2-3 semaines et on a un séquençage complet. Il faut une analyse de site. Tout à fait. Donc en fait, ça vous permet, vous, de déjà sortir ou pas du scope voilà, ça permet de faire un premier tri. Et puis, dans un deuxième temps, quand on est déjà exploitant d'un site, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça nous permet de monitorer l'évolution de la biodiversité. Votre impact, quoi. Exactement, son impact, et de manière très régulière, parce que c'est très simple à effectuer. Donc c'est un enjeu en fait qui est majeur, même si ça paraît loin de nos métiers. En fait, ça l'est, c'est très proche. Et donc c'est un outil qu'on va utiliser de plus en plus fréquemment, et sur lequel aussi on essaye d'aider la start-up pour en faire pour que la régulation intègre ce nouvel outil, intègre. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, la régulation n'intègre pas complètement toutes les données. C'est variable suivant les pays, mais ce qui reste la norme aujourd'hui, c'est quand même l'étude d'impact standard avec le recensement des espèces via une étude avec des écologues sur les 4 saisons. Mais c'est un super outil complémentaire, même si la réglementation met du temps à changer. C'est un outil extrêmement puissant, puisque rien que de pouvoir qualifier ou disqualifier un site extrêmement rapidement, ça a beaucoup de valeur pour nous. Ce qui veut dire que là, vous investissez, donc là, vous êtes en train de travailler sur les cas d'usage, en fait. Quel contrat vous allez mettre en place avec Naturmetrics au Global EDF, j'imagine même Monde. Monde, on est en train d'utiliser Naturmetrics sur un projet hydraulique en Afrique subéquatoriale. Ça représente quoi pour une start-up comme ça ? L'investissement, pas forcément, mais les deals potentiels en termes de volume de marché ? C'est plusieurs millions d'euros potentiellement le marché, parce que ça servira pour les nouveaux développements du nucléaire, ça sert pour nos projets éoliens. En plus, il y a des clients d'EDF qui seraient des data centers qui veulent implanter des data centers en France. Il va falloir aussi faire une étude environnementale. Cette technologie permet de qualifier rapidement les sites. Donc le marché, il est conséquent, à la fois directement et indirectement. Et ça veut dire que vous leur apportez aussi une forme de lobbying réglementaire, justement pour... C'est pas forcément de lobbying réglementaire, mais c'est... on est un acteur reconnu. Donc votre voix porte. Donc notre voix porte, ouais. Et le fait qu'on utilise l'ADN environnemental, ça vient crédibiliser aussi la technologie. Et parfois, c'est la réponse, en plus, c'est la réponse à des enjeux extrêmement rapides quand il y a des problèmes écologiques sur un site. Le fait qu'on utilise cette technologie, on la met en visibilité aussi. Donc c'est pas vraiment du lobbying, c'est plus de l'influence. De l'influence, voilà. Alors il y a un sujet moi que j'adore dans ce que tu fais dernièrement, c'est
un nouveau véhicule que vous avez lancé qui s'appelle EDF Pulse Pilot, qui est pour moi assez innovant dans le format. C'est nécessaire aussi à cet écosystème deep tech qui est quand même complexe. On parle de techno de rupture quand même, de mise en œuvre assez longue. Il y a un vrai rôle des industriels à jouer dans le déploiement de ces technologies françaises et européennes. On voit qu'elles sont très très soutenues par nos grandes institutions, par les grandes politiques de financement public, mais en fait je dirais le parent pauvre, c'est un peu l'engagement des industriels dans le soutien au déploiement de ces technologies d'un point de vue marché. Donc vous avez lancé EDF Pulse Pilot, qui est un dispositif qui est plus que de l'investissement en CVC, mais qui est plutôt un dispositif de collaboration pour faire naître des grands projets industriels qui embarquent ces technologies. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, bien sûr. Nous expliquer ce que c'est ? Et je sais que c'est compliqué, hein, c'est un sujet assez nouveau, mais que je trouve assez inspirant pour les autres industriels. Donc ceux qui nous écoutent, je les engage à suivre le modèle, mais nous en dire plus sur pourquoi avoir pensé à ça, qu'est-ce que vous apportez, c'est quoi finalement le prisme, et nous donner des exemples, même s'ils sont encore en cours de réflexion, mais tangibles, de ce que ça vous permettrait de faire demain, et de ce que ça implique en termes de modèle de collaboration, modèle économique et même d'investissement, voire de co-investissement. Oui, bien sûr. Je vais t'expliquer ça. Et puis, je m'aperçois, pour répondre à ta question d'avant, que j'ai pas... on a parlé du cœur de métier. Le cœur de métier aussi, le seul message que je voudrais compléter de ce que j'ai dit avant, c'est qu'on investit aussi vraiment dans des startups cœur de métier, c'est-à-dire qui travaillent avec le nucléaire. Ça peut paraître... ce qui est logique, hein, comme ça, vu de ma fenêtre. Ce qui est extrêmement logique. Et ce qui montre aussi deux choses, c'est que, le nucléaire est une technologie qui innove encore. Il n'y a pas que les SMR, il n'y a pas que la fusion. Il y a aussi de l'innovation dans l'exploitation du parc existant et qui sait travailler avec des startups. Et il ne faut pas que les startups en aient peur. Et en même temps, c'est le temps long. Et les technologies qui sont utilisées par le nucléaire sont parfois aussi utilisables dans d'autres secteurs industriels. Et donc, il y a une mitigation du risque pour ces startups-là. Et donc, on a investi à titre d'exemple dans deux startups. Une startup qui s'appelle MX3D, qui fait de la fabrication additive métal et qui est notamment pour le nucléaire et qui est en collaboration avec Framatome. Et une autre qui s'appelle SiteFlow, qui fait la digitalisation du workflow sur les opérations complexes. Donc, quand on est sur un chantier de maintenance d'une centrale nucléaire, c'est des opérations vraiment compliquées, parfois fastidieuses. Et pour rendre compte des tâches qu'on effectue et que le superviseur ait une idée de ce que vont faire ces opérateurs sur site, jusqu'ici, c'était beaucoup du papier. Et le papier, c'était 70% C'est drôle parce que des secteurs comme le BTP vivent la même chose. Ça a fait écho à ce que je te disais avant. Et donc, effectivement, il y a des... et donc, cette start-up vient digitaliser tout ça, ce qui fait gagner un temps fou et qui permet d'avoir du temps réel entre l'opération de maintenance et sa supervision. Et donc, aujourd'hui, cette technologie, SiteFlow, on a investi dedans. Beaucoup des sous-traitants du groupe EDF commencent à l'utiliser. Et comme tu le dis, on s'est aperçu qu'il y a d'autres verticales qui ont les mêmes sujets, notamment le BTP. Énorme sujet dans le BTP. Voilà, on a eu le même sujet dans l'hydraulique, comme on est un exploitant hydraulique, on regarde ça aussi. Mais voilà, tout ça pour requalifier ce que je te disais sur l'amont, dans ce type de start-up aujourd'hui dans lesquelles on investit. Ça fait le lien avec EDF Pulse Pilot. Donc, c'est des startups qui ont été deep tech à un moment donné, là, celles dans lesquelles on investit, mais qui en sortent un petit peu au sens où elles ont un produit qu'elles commencent à commercialiser. En fait, elles ont dérisqué la tech. Elles ont dérisqué la tech, et donc c'est... Voilà, elles sont en vraie phase d'industrialisation, d'accélération. Et donc là, on a investi avec notre véhicule EDF Pulse Venture, classique. Par le passé, on a investi avec ce véhicule classique de Venture dans la deep tech, mais on a subi pas mal de déboires. Pourquoi ? Parce que le temps de la deep tech, il est extrêmement long. Que c'est difficile pour un
un CVC qui a des allocations de fonds qui sont quand même limitées et qui doit satisfaire l'ensemble des métiers du groupe, d'allouer une poche conséquente sur de la deep tech. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que s'il veut mitiger son risque, investir dans une seule deep tech, c'est pas le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen de se planter, sauf à être devin. Et donc, quand on investit dans une technologie de rupture, le mieux, c'est d'investir dans plusieurs technologies de rupture pour être sûr d'avoir la bonne dans son portefeuille. Et pour pouvoir faire ça, il faut encore plus d'argent et du temps aussi, parce qu'il faut pouvoir les suivre. Donc, on s'est dit à un moment donné que c'était pas forcément le meilleur moyen d'investir dans la deep tech. Ça pourrait l'être si on avait les moyens financiers et qu'on avait été capable de créer un fonds spécial dédié à la deep tech. Mais comme on ne l'était pas, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un nouveau moyen pour répondre à un besoin sans doute différent du groupe et des startups. Et donc, on s'est aperçu... un besoin de démontrer à échelle, en fait. Exactement. Nous, notre besoin, finalement, quand on se projette un peu en tant qu'industriel, c'est d'avoir des solutions innovantes qui sont capables de passer le stade industriel. Et donc, on a besoin d'avoir des prototypes à échelle industrielle qui fonctionnent. Donc ça, c'est notre besoin, c'était le besoin... Et c'est le besoin des startups, parce que leur vrai sujet, exactement, à part construire une usine, entre guillemets, pour démontrer leur modèle économique à échelle, c'est d'avoir des terrains de jeu pour démontrer à échelle leur techno. Ouais, voilà. tout à fait. Et donc, on s'est aperçu, en discutant avec les BU, elles n'avaient pas les moyens d'investir dans des prototypes industriels parce que c'est pas leur métier. Elles n'ont pas les fonds et puis elles sont un peu dans leur day-to-day business. Exactement. Ouais. Elles ont un PNL. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, les startups, on s'est aperçu qu'il y avait ce que nous on qualifie le désert de la mort un peu. C'est que entre le prototype en labo ou à échelle réduite qui les amène à un TRL7 et avant d'arriver au TRL9, il y a besoin d'avoir un prototype à échelle industrielle. Et d'ailleurs, c'est un peu la vallée de la mort aussi du financement, parce que même les financements publics sont quand même pas les plus nombreux sur cette phase. Non, tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, il y a sans doute quelque chose à jouer là-dessus, parce que ça répond à un besoin de nos business units, c'est-à-dire dérisquer des prototypes industriels. Et de l'autre côté, les startups ont besoin de financement et on s'est aperçu qu'elles n'avaient pas seulement besoin de financement. Parce que souvent, une innovation technologique, elle ne vient pas seule. Et pour pouvoir... Un prototype industriel, c'est rarement une seule technologie, en fait. C'est l'intégration de plusieurs briques entre elles. Et il se trouve... Et de savoir-faire, parce qu'on parle d'innovation technologique, mais il y a aussi... derrière de l'innovation dans les processus. Exactement, et dans les interfaces. Et dans les interfaces, tout à fait. Et une des compétences du groupe EDF, c'est EDF, on a souvent qualifié EDF d'architecte assemblier. Et donc, on est vraiment un architecte assemblier au sens où on a développé une ingénierie d'intégration assez performante qui a la capacité d'intégrer plusieurs briques entre elles. Et donc, quand on a combiné tout ça et qu'on a touillé tout ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on lance un nouveau véhicule d'investissement dédié au financement de prototypes industriels à échelle industrielle pour dérisquer les technologies au bénéfice des métiers du groupe et bien sûr de la start-up. Et que ce qu'on a été en mesure, nous, d'apporter, c'est et je vais le mettre dans ce sens-là volontairement, notre capacité à fédérer des consortiums de financement autour de nous, parce qu'on s'appelle EDF et qu'on est au sein d'un écosystème où on a une certaine légitimité. 2, d'apporter notre capacité d'ingénierie d'intégration, qui est clé dans ce genre de projet. Et 3, et je le mets en dernier, apporter un peu de sous. Et l'API ? Tout ce qui est propriété intellectuelle. Alors, l'API, elle est logée dans... Donc, comment on fait ça ? On crée un véhicule. Et c'est quoi le véhicule ? C'est une société, c'est une SPV, une société de projet. C'est une société de projet qui est codétenue par les différents financeurs. Donc, nous, on vient fédérer un consortium. Le consortium, généralement, dans l'idéal, il a un autre industriel sur une autre verticale que la nôtre. Des fonds publics, ça peut... Des labos. Des labos, exactement, des labos de recherche. Donc, en fait, vous faites ce que fait, je schématise, l'Europe, avec ses grands appels à projets en consortium sur des grandes thématiques.
Mais vous le faites vous, quoi. Et on le fait, nous, à échelle industrielle, pour les besoins de 1, 2 ou 3 industriels réunis ensemble. Okay. Et donc, avec ça, pour donner des exemples concrets, un des sujets qu'on regarde aujourd'hui, donc en partenariat avec le centre spatial européen, avec le port autonome de Guyane, un fonds d'investissement, c'est la capacité à aller ramasser la sargasse qui est très présente dans la mer des Caraïbes. Donc la sargasse, c'est un poisson? Non, c'est une algue. Ah voilà, c'est une algue, pardon. Qui vient s'échouer sur les plages, qui dégage un gaz nauséabond et nocif. Ouais, tout à fait. Qui est en train d'envahir toute la mer des Caraïbes avec le réchauffement climatique et qui est un vrai sujet qui pose plusieurs soucis à la fois pour le tourisme, mais aussi pour la navigation. Pour l'environnement. Pour l'environnement et pour les populations, parce que ça peut être dangereux. Et donc, l'objectif, en fait, on a trouvé, en mettant plusieurs briques technologiques ensemble, le moyen de ramasser ces sargasses, de les faire sécher, et de les utiliser avec deux produits. L'un, c'est en les pyrogazéifiant via une start-up de produire de l'énergie avec cette sargasse, de produire en fait un combustible et de l'électricité qu'on pourrait utiliser nous pour notre production d'électricité insulaire. Donc on a une entité qui s'appelle SEI, Système électrique insulaire, qui exploite des centrales en fait et qui produit l'énergie sur les îles. Et donc elle pourrait utiliser cette technologie si elle s'avère, si on arrive à la dérisquer, pour produire de l'électricité en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et deuxièmement, on peut aussi en faire de la protéine pour la nourriture animale. Donc en gros, là, ce que tu me dis, c'est que ce consortium d'acteurs... Oui. 5 minutes, s'il vous plaît. Ils exagèrent, d'habitude, ils me font pas ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que ce consortium d'acteurs, en gros, vous assemblez les techs, vous répondez à un problème je dirais, sanitaire, mais également de production d'énergie dans ces zones-là, qui est quand même un vrai sujet. Oui. Et que finalement, vous regroupez ensemble des briques pour innover dans des procédés, finalement, industriels, et créer à échelle un procédé innovant qui va bien au-delà d'une brique, en fait. C'est ça. En fait, on joue un peu au Lego. Ouais. Donc, une brime de aller capter et ramasser la sargasse, arriver à la sécher, parce qu'il y a aussi des procédés innovants pour pouvoir la traiter et ensuite pouvoir aller l'utiliser pour produire de l'énergie. Donc là, rien que quand j'ai dit ça, il y a déjà 2 startups innovantes qui vont devoir travailler entre elles. Un énergéticien au bout pour aller qualifier le combustible qui va être généré pour produire de l'électricité, un autre sur la partie protéine animale. Voilà, donc du coup, on vient mettre tout ça ensemble, on apporte notre ingénierie pour intégrer tout ça, et des financements, et différents acteurs qui sont tous intéressés par le projet. Donc financement privé, le vôtre, mais aussi privé, public. Mais aussi public aussi. Parce que la BPI, vous la sollicitez en fait. Oui, on la sollicite, et puis on sollicite parfois des fonds européens aussi. Donc on essaye aussi d'apporter cette capacité qui manque parfois aux startups parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire, d'aller capter toutes les poches de financement, comme on dit, non dilutifs, qui peuvent être captés pour aller financer ces projets. Et à la fin, quel est l'intérêt pour nous ? L'intérêt, c'est déjà d'aller dérisquer une technologie qu'on va pouvoir utiliser et qui va avoir un impact sur notre métier, qui va nous ouvrir un nouveau champ en fait, commercial, à nous aussi, aller produire de l'énergie avec une ressource locale, tout en répondant à un enjeu environnemental. On est pile dans notre raison d'être. Tout à fait, déjà. Tout à fait. Et 2, on peut aussi avoir négocié en amont dans la structuration contractuelle, nous, des droits d'entrée préférentiels dans la start-up. Et la start-up, en tout cas les start-up qui sont impliquées sur ce type de projet, elles n'ont pas peur de ce type de projet, de se faire manger par les gros, que leur techno soit un peu volée Non, au contraire, parce qu'en fait, les choses sont bien cadrées dès le départ. Que deuxièmement, on leur apporte une solution à un grand problème, arriver à financer ce fameux prototype industriel, et on leur amène des cas d'usage, en fait. Et parfois des cas d'usage qu'elles n'avaient pas forcément anticipés. Et aussi, on leur apporte une crédibilité, parce que
quand EDF vient, forcément, il y a une certaine crédibilité qui est apportée au projet. Et en plus, on y va rarement seul. Donc, on apporte d'autres grands noms autour de nous qui leur ouvrent aussi d'autres verticales. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, on est au début de l'histoire. Hein, donc, non, mais moi, je trouvais ça hyper important d'en parler. Et bon, on nous a sonné la fin de l'épisode. Mais justement, ça me permet de te poser un peu mes 2 dernières questions pour conclure. C'est qu'est-ce que tu conseilles aux autres industriels de faire pour suivre un peu ce type de démarche et finalement devenir des terrains de jeu à échelle pour ces startups de la deep tech sur lesquels on a un terreau français qui est quand même incroyable. Et qu'est-ce que tu conseilles aussi en face aux entrepreneurs de la deep tech qui proviennent de nos labos, de nos grandes écoles et même de grands industriels, hein, il y en a pas mal qui sortent de chez EDF ou d'autres. Mais qu'est-ce que tu conseilles à l'écosystème justement pour qu'on arrive à passer ce cap du déploiement industriel de nos deep tech? Alors je pense que pour arriver à accompagner ces startups deep tech et puis et éviter ces trous de financement, il faudrait on a sans doute, nous industriels, un rôle encore plus important à jouer. Et c'est sans doute je sais pas s'il faut qu'on se fédère ou qu'on se parle plus, mais ce qui est certain, c'est que les besoins de financement sont tels qu'on peut pas y arriver seul. Et que donc, nécessairement, il faut que ces besoins de financement, ces cas d'usage et les modalités d'investissement, on les partage ensemble, en fait, pour arriver à créer des véhicules qui soient multi-corporate et qui permettent, en fait, de mutualiser les besoins de financement sans forcément être en concurrence les uns des autres. Ou alors investir de manière compartimentée. Ce qui fait que on n'arrive pas, en se silotant, à assurer des gros tours de financement. Donc je pense que de notre côté, il faut qu'on en parle. Alors nous, on est au début de l'histoire, peut-être qu'on va semer des petits, peut-être qu'on va donner envie à d'autres. Et puis grâce à ce projet qui, par essence, est collaboratif, hein, DevPulse Pilot, peut-être qu'on va réussir petit à petit à collaborer. En tout cas, on va essayer de notre côté. Et pour les startups, le conseil que je donnerais, je pense qu'il faut être à la fois ambitieux et raisonnable. Ce qu'on voit beaucoup dans les startups deep tech qui viennent les décrédibiliser, c'est des ambitions de développement beaucoup trop rapides, la volonté parfois de brûler des étapes, notamment les phases de test. Et je pense que ce qui est important, c'est vrai que c'est important d'être rapide parce que le marché évolue vite, mais il faut être réaliste. Ouais, pour aller capter la confiance des industriels, il faut respecter chacune des étapes. On a l'impression que ça va être long, mais à la fin, en fait, elles vont gagner du temps. Donc, si elles parlent aux industriels assez tôt et qu'elles n'ont pas peur des industriels qui ne sont pas forcément là pour aller piquer la techno, mais plutôt pour les aider, et qu'elles respectent toutes ces étapes, je pense qu'elles y gagneront. Merci Yann. Je t'en prie, et désolé d'avoir été un peu long. Pas de souci.